J'allais d'un pas serein, de cette ample démarche souple de grands félins indomptables qui avait tant séduit Grace Kelly le jour des obsèques de Pompidou à Notre-Dame. Sur mon beau visage de prince pirate au regard franc, sereinement dardé sur l'espoir jovial d'un lendemain tranquille gorgé d'espoir vespéral, sur ce noble visage éclatant de santé, luisant de tendresse contenue et craquelée, de cette fière coupe rose violacée qui envahit si joliment les vaisseaux capillaires dilatés d'intelligence aiguë des buveurs de Bordeaux grave, sur cette belle tête âprement nimbée de rigueur spartiate, que l'adolescente enfiévrée brûlante de désir évoque en gémissant la nuit au creux du lit de sa solitude, où ses doigts tremblants d'une impossible étreinte se referment en vain dans l'attente affolée d'un éclair de plaisir. Se lisait à l'évidence la joie de vivre à plein poumon, sans la moindre appréhension de ma fin dernière. Aussi allais-je fier et fringant, le cœur serein et les fesses au chaud dans ma nouvelle culotte de soie. Quand soudain, là, tout à coup, brutalement, à l'angle de la rue La Fontaine, appelé ainsi en hommage à La Fontaine, le gigolo poudré du tout Versailles du XVIIe, qui a fait plus pour la promotion du rat des villes que Parmentier pour la pomme de terre en robe des champs, et dont la statue équestre, sans le cheval, qui s'était barré pendant la pause, il faut le comprendre, au lieu de ricaner bêtement. Essayez de faire poser pendant 6 semaines un percheron avec un vieux beau qui pue la cocotte sur le dos. Vous verrez si c'est facile. Andouille. Soudain, là, tout à coup, à l'angle de la rue La Fontaine, dont la statue équestre sans le cheval orne la place du fabuleux fabuliste à Château-Thierry, la ville natale du fabuleux fabuliste. Faut pas exagérer non plus, dans la mesure où il avait tout pompé sur Ésope, le fabuleux fabuliste grec. Soudain donc, je me sentis très mal. J'avais un nœud dans la gorge et un poids sur la poitrine. Pourtant, j'étais tout seul. Je compris alors que la seule vue d'un La Fontaine immuable m'avait fait rejaillir en mémoire mon enfance finie et mes cahiers rayés, et mes doigts violets d'encre, et les tartines à la gelée de coin de mes 4 heures voraces de petit garçon gai. Adieu l'âge vert, je suis dans l'âge mûr. L'âge mûr, par définition, c'est la période de la vie qui précède l'âge pourri. Récemment, les occasions de constater mon entrée irréversible dans l'âge mûr m'ont méchamment sauté à la gueule à maintes reprises. Par exemple, je me suis surpris à m'essouffler bruyamment dans certains escaliers trop raides ou dans certaines femmes trop molles. Je supporte de plus en plus difficilement les cuites aux punch des îles lointaines et le rock'n'roll des caves profondes. Je suis de plus en plus fermement convaincu que les gens de 20 ans que je tenais pour des vieux cons quand j'en avais 15 sont tous de jeunes imbéciles. J'ai des raideurs. Dans le dos. Surtout dans le dos. Seulement dans le dos. Et des aigreurs stomacales. Ma réflexion philosophique m'éloigne de jour en jour de la pensée de James Dean, en même temps qu'elle me rapproche de plus en plus de celle du général de Gaulle. Je m'habille plus sombre et me déshabille moins vite. L'exubérance intérieure avec laquelle je m'auto-félicite bruyamment de n'avoir point encore besoin de lunettes et de moumoutes m'apparaît, hélas, douloureusement annonciatrice d'inévitables presbyties et d'imminente calvitie. « Pépère, me suis-je dit l'autre jour, alors que l'année dernière encore, je me disais coco. Pépère, il serait temps pour toi de subir un check-up médical qui te permettra d'évaluer les progrès de ta décrépitude et d'en ralentir peut-être les cruels effets pour repousser éventuellement à une date ultérieure l'échéance inéluctable de ta fin grabataire où, entouré de tous les tiens et pissant sur toi, tu auras enfin cessé d'appréhender l'holocauste atomique, le cancer du poumon et la pénurie des cassettes VHS dans les Yvelines. Alors donc, j'ai commencé par aller consulter mon cancérologue, le docteur Metastasenberg. Je lui ai trouvé mauvaise mine. Je lui ai dit « Docteur, je trouve que vous avez mauvaise mine. Faites voir un peu. Mettez-vous dans la lumière. Oh là là. Eh ben dites donc. Déshabillez-vous pour voir. Oh là 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 là. Respirez lentement. Ouais. Cessez. Ah, je sens une boule par là. C'est amusant. Rhabillez-vous, docteur. J'espère que ce n'est pas grave, s'inquiéta-t-il, en me suppliant des yeux avec ce bon regard de chien battu, brisé d'angoisse et submergé d'incompétence qui brouille la vue des cancéreux potentiels quand ils attendent le verdict de l'infaillible ponte. Soucieux de ménager mes effets avant de répondre, je pris mon temps. « C'est grave, répéta-t-il. Mais non, ce n'est rien du tout. Seulement par simple prudence, n'est-ce pas ? Il faudrait faire quelques radios et envisager une petite chimiothérapie avant de pratiquer l'ablation totale du foie, de la rate et du gros intestin. Voilà, c'est 200 francs. Ragaillardi par le résultat optimiste de cette première consultation, je suis allé voir le docteur Bouchard, en qui j'ai pleinement confiance. Il m'a vu naître, je l'ai vu naître, nous nous sommes vus naître. Après m'avoir ausculté de fond en comble avec minutie, il a dit « Martin, mon vieux, mon pauvre vieux. Je vous en prie, docteur, soyez franc, je veux toute la vérité, j'ai besoin de savoir. » Eh bien,
J'ai une mauvaise nouvelle. De toute évidence, vous êtes atteint d'une maladie à évolution lente, caractérisée par une dégénérescence des cellules. Et écoutez, soyez clair, docteur. J'ai un cancer. C'est-à-dire que non, je ne dis pas cela. Vous dites irréversible, docteur, c'est mortel. C'est donc bien un cancer. Parlez-moi franchement. Il me reste combien de temps? Eh bien oui, vos jours sont comptés. À mon avis, dans le meilleur des cas, vous en avez encore pour 60, 70 ans, maximum. Mais si ce n'est pas un cancer, comment s'appelle cette maladie? C'est la vie. La vie? Vous voulez dire que je suis vivant? Oui, hélas. Mais où est-ce que j'ai pu attraper une pareille saloperie? C'est malheureusement héréditaire. Je ne dis pas cela pour tenter de vous consoler, mais c'est une maladie très répandue dans le monde. Il est à craindre qu'elle ne soit pas vaincue de sitôt. Ce qu'il faudrait, c'est rendre obligatoire la contraception pour tout le monde. Ce serait la seule prévention réellement efficace. Mais les gens ne sont pas mûrs. Ils forniquent à tire-larigot, sans même penser qu'ils risquent à tout moment de se reproduire, contribuant ainsi à l'extension de l'épidémie de vie qui frappe le monde depuis des lustres. Oui, bon d'accord, mais moi en attendant, qu'est-ce que je peux faire pour atténuer mes souffrances? J'ai mal, docteur, j'ai mal. Avant l'issue finale, qui devrait se situer vers la fin de ce siècle si tout va bien, vos troubles physiques et mentaux iront en s'aggravant de façon inéluctable. En ce qui concerne les premiers, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez vous racornir, vous rétrécir, vous coincer, vous durcir, vous flétrir. Vous allez perdre vos dents, vos cheveux, vos yeux, vos oreilles, votre voix, vos muscles, votre prostate, vos lunettes, etc. Moralement, de très nombreuses personnes parviennent cependant à supporter assez bien la vie, en s'agitant pour oublier. C'est ainsi que certains sont champions de course à pied, présidents de la République, alcooliques ou cœurs de l'armée rouge. Autant d'occupations qui ne débouchent évidemment sur rien d'autre que sur la mort, mais qui peuvent apporter chez le malade une euphorie passagère ou même permanente, chez les imbéciles notamment. Et vous n'avez pas d'autre médication à me suggérer, docteur? Il y a bien la religion. C'est une défense naturelle, qui permet à ceux qui la possèdent de supporter relativement bien la vie, en s'auto-suggérant qu'elle a un sens et qu'ils sont immortels. Soyons sérieux, docteur. Alors, je ne vois plus qu'un remède pour guérir la vie. C'est le suicide. Ça fait mal? Non, mais c'est mortel. Voilà. C'est 200 francs. 200 francs? C'est cher. C'est la vie.